Bonjour. Donc, je suis Sofiane Mhatli, je suis l'enseignant de ce module. Et ce module est à propos des logiciels applicatifs sur les systèmes d'exploitation. Donc, comme d'habitude, je vais commencer ce chapitre avec les finalités de ce cours. Donc, en suivant ce chapitre, vous devez être capable de décrire qu'est-ce qu'un logiciel d'application, les différents types de droits de propriété, à la différence entre un logiciel installé et un logiciel sur le cloud. On va détailler aussi certains concepts et commandes qui sont communs pour de nombreux logiciels. Discuter le traitement de texte, c'est-à-dire comment on va utiliser les outils de traitement de texte et expliquer les différents types de documents qui vont être créés à l'aide de ce type de programme. Expliquer qu'est-ce qu'un tableur et les fonctionnalités d'un tableur, les différents types de documents créés à l'aide d'un type de programme informatique. Après, on va identifier une partie de vocabulaire utilisée avec les logiciels, ce qu'on appelle des bases de données. Qu'est-ce qu'on entend par base de données, l'utilité des bases de données, à quoi sert, etc. Et après, on va discuter les avantages de l'utilisation de ce type de programme. Après, on va décrire ce qu'on appelle les graphiques de présentation et les diaporamas électroniques qu'on va les utiliser pour, à l'aide des logiciels graphiques et multimédia pour divers consommateurs. Et voilà, à la fin, vous devez être capable de nommer les logiciels applicatifs et bien sûr, vous distinguer la différence entre ces différents logiciels. Pourquoi on utilise tel logiciel, pourquoi pas on va utiliser un autre logiciel. La méthode de déploiement de logiciels en local ou sur le cloud, comment on va choisir le logiciel. Voilà, tout ça, on va le traiter dans ce cours. Donc voilà le plan du module. On va voir un aperçu général sur le cours, les bases logicielles des logiciels d'application, le concept de traitement de texte qui est très important dans notre vie quotidienne, le concept des feuilles de calcul, le concept des bases de données, le concept graphique et de présentation, de multimédia. Et finalement, vous devez être capable, comme j'ai dit, pour voir et étudier les différents types de logiciels existants. Avec le choix, vous pouvez être capable de choisir entre les différents types de logiciels existants. Donc, je vais commencer par un aperçu sur le cours. Donc, les logiciels d'application consistent ce sont des programmes informatiques qui sont conçus pour effectuer des tâches ou des applications spécifiques. Généralement, on télécharge, comme on a déjà vu auparavant, on a vu le chapitre du système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation est là par défaut, c'est-à-dire lorsqu'on va faire une installation, une nouvelle installation, il y a des programmes qui sont installés par défaut, ce sont des programmes de fan système. Voilà. Et maintenant, si j'ai besoin de faire telle tâche, par exemple, j'ai besoin d'écrire des feuilles, de remplir des feuilles, de faire du calcul, de faire du traitement d'images, etc. Donc, j'ai besoin d'un logiciel spécifique. Ce logiciel, il va faire une tâche ou plusieurs tâches bien déterminées, selon, bien sûr, le fournisseur ou le constructeur du logiciel. Voilà. Donc, on utilise ça pratiquement. Donc, généralement, c'est de la pratique des choses. Donc, qui va utiliser ce type de logiciel? Il y a les utilisateurs normaux, c'est-à-dire qui sont des particuliers. Par exemple, ici, on définit des étudiants, des enseignants, voilà, quelqu'un, c'est-à-dire un citoyen, voilà, peu importe.
Et après, il y a les entreprises, c'est-à-dire que l'environnement, ce qu'on appelle le corporate, hein, donc ce sont les entreprises, peut-être des entreprises publiques, c'est-à-dire des gouvernements, etc., les établissements gouvernementaux, les universités, etc., ou privées, peut-être les entreprises des privées. Généralement, la majorité sont privées, ce sont des banques, des assurances, juste à titre indicatif, hein. Et là, on doit acheter des logiciels. Bien sûr, les logiciels, il y a différents types, hein. Il y a les logiciels gratuits, on l'appelle ça, les logiciels open source gratuits avec, bien sûr, il y a plein de modalités pour le paiement. Il y a les logiciels qui sont, comme j'ai dit, gratuits. Il y a des logiciels avec des licences, licences mensuelles, annuelles, etc. Sinon, je peux acheter tout un logiciel une fois. Donc, euh, je paye le coût total du logiciel. Il me reste après le prix par exemple, le coût des maintenances qu'on peut le faire aussi euh, sur la machine ou sur l'application qu'on va l'acheter. Voilà. Donc, bien sûr, on a besoin de discuter les caractéristiques générales du logiciel, c'est-à-dire que la taille de ce logiciel, est-ce qu'il y a un environnement prérequis de logiciel, c'est-à-dire si vous voulez installer un logiciel, il y a toujours des prérequis. Vous voyez, par exemple, un tel logiciel, il a besoin d'un tel environnement. Il y a des logiciels qui s'installent, par exemple, sur un système d'exploitation Windows 10. Il y a d'autres qui s'installent sur des systèmes d'exploitation Linux. Donc, ça dépend. Donc, ça dépend de l'environnement d'installation, etc. Donc, il y a plusieurs types de logiciels, d'applications qui sont largement utilisés dans notre environnement. Il y a le logiciel de traitement de texte, il y a le logiciel de traitement d'images, des vidéos, voilà, le calcul, etc. Donc, on a plein de logiciels dans notre vie quotidienne qu'on utilise souvent pour, bien sûr, faciliter les tâches. Et bien sûr, on a déjà vu, c'est pour automatiser si on a des tâches qui sont répétitives. Donc, on essaie toujours de faire de l'automatisation. Voilà. Donc, dans notre vie quotidienne, voilà, donc on va voir, il y a des logiciels qu'on rencontre partout dans la vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Donc, généralement, lorsqu'on va installer un programme, bon, ici, peut-être le programme, c'est sur la machine Windows 10. Donc, généralement, vous avez le concept, ce qu'on appelle donc, l'idée ici, c'est qu'on doit télécharger quelque part, c'est en utilisant Internet ou autre moyen. Donc, on doit télécharger, par exemple, un logiciel à partir de Internet. Et là, il te dit, voilà, donc il y a un fichier avec une extension .exe ou MSI. Donc, il y a les deux. Donc, il y a le MSI ou .exe. Et donc là, je télécharge le logiciel et je peux l'exécuter. Donc, je clique deux fois sur le logiciel et bien sûr, je vais l'installer. Il y a un wizard qui va être ouvrir et donc je vais suivre les étapes un par un. Voilà, il faut lire bien, il faut voir qu'est-ce qu'il va demander, est-ce qu'il y a des prérequis bien déterminés, etc., pour éviter tous les problèmes de l'installation, parce que peut-être l'installation, ça sera échoué en cas de mal configuration. Et donc là, quelque part dans l'installation, il va te demander avant de continuer, c'est-à-dire sur les étapes d'installation, et tu te demandes ici, vous voyez, il faut cocher ce qu'on appelle la licence terms. Ce sont les droits de propriété intellectuelle. Voilà, il te dit, voilà, que ce fichier ou ce logiciel, malgré que vous avez acheté ce logiciel ou vous avez téléchargé ce logiciel pour le test, donc l'entreprise mère à le droit, bien sûr, à ne pas, bien sûr, compromis, c'est-à-dire à éviter par exemple, faire des bypass ou de nuire à la société. Merci.
Et donc là, donc on va faire, voilà, c'est le même, hein, donc ici, par exemple, licence agreement, vous voyez, c'est l'agrément de licence. Comme j'ai dit, que certains logiciels, elle a besoin d'une licence bien déterminée. La licence, c'est quoi? C'est un simple code d'activation. C'est-à-dire, sans cette licence, tu peux pas travailler. C'est très important, la licence dans notre vie quotidienne, surtout les logiciels payants. Donc, on a besoin toujours de définir cette licence-là, mais ça dépend de l'entreprise. Il y a des entreprises qui vont vous donner un logiciel de 7 jours, il y a de 14 jours, d'autres 21 jours, d'autres une semaine, mais ça dépend. Ça dépend. Donc, généralement, ils te donnent une période de grâce. C'est gratuit, voilà, pour tester si le logiciel, bien sûr, il va répondre à vos besoins, oui ou non. Peut-être le logiciel ne répond pas à vos besoins. Et après, c'est à vous de décider si vous allez commencer ou vous allez acheter la licence. Donc, toujours, il y a ce qu'on appelle différents types de logiciels. Comme j'ai dit, il y a les logiciels commerciaux. Voilà, exemple des logiciels commerciaux. Donc, le but, c'est de commercialiser ces logiciels avec un prix bien déterminé ou des licences bien déterminées. Je cite par exemple, vous avez plusieurs exemples. Par exemple, le Microsoft Office, actuellement, on parle de Office 365 qui est un service sur le cloud. Vous voyez? Donc, on utilise souvent le Office 365. Si vous voulez, je peux vous faire peut-être une petite démonstration pour voir l'Office 365. Donc, Office 365, c'est celui-ci. Donc, j'ouvre. C'est le site web Office, hein. C'est le mail, disons, professionnel de l'entreprise. Et voilà. Donc, voilà c'est le pack Office 365. En fait, ici, dans le pack Office 365, on trouve pas mal de logiciels existants. On trouve par exemple le Outlook pour la messagerie, Exchange, on trouve le SharePoint, on trouve le OneDrive, on trouve le Teams, vous voyez, le Teams pour la gestion ou pour le travail collaboratif. Donc, généralement, ce sont des outils de travail collaboratif qu'on peut le visiter, par exemple. Voilà. Donc, je peux faire la connexion si possible. Voilà. Donc, j'essaie de se connecter à la machine. Voilà. Et entre-temps, je peux voir les licences parce que c'est payant le service. Donc, je peux chercher quelque part la licence de mon Office. Donc, je peux mettre ici Office 365 licence. Vous voyez ici la licence. Et là, il va vous donner des plans. Vous voyez, ce sont des plans qu'on peut, bien sûr, à partir de laquelle je peux, bien sûr, acheter une licence bien déterminée. Et comme vous voyez ici, ok, peu importe. Voilà. Donc ici, vous avez le Office 365 pour, voilà. Dans ce pack-là, vous avez l'accès à Word, à Excel, vous voyez Excel, à PowerPoint, à quoi d'autre? Microsoft Defender, OneDrive, Word, Outlook et autres, bien sûr, hein. Il y a pour le macOS, etc. Et donc là, on doit acheter. Vous voyez, c'est Buy Now. Donc, je dois acheter la licence. Bien sûr, ici, c'est une licence mensuelle que je dois l'acheter ou annuelle, c'est-à-dire qu'il faut payer par l'année, hein. Donc, c'est à vous de choisir ici. Donc, par exemple, là, il te donne, par exemple, pour une licence qui couvre 2 à 6 personnes, il faut acheter avec peut-être pour le mois, on va payer 7, à peu près $8. Vous voyez, donc on doit acheter avec $8. Donc voilà, comme ça, je peux consommer des services ou des logiciels qui sont payants. Ce logiciel-là, il est sur le cloud, donc il est sur le cloud Azure de Microsoft, hébergé là, et donc je peux l'utiliser
facilement, peu importe votre localisation géographique. Donc, on utilise ce type de logiciel partout dans le travail collaboratif, dans les entreprises ou autres, bien sûr. Il y a par exemple l'antivirus, c'est Norton. Donc, je peux chercher. Il y a d'autres, hein. Par exemple, je cherche ici. Antivirus, voilà. Virus and Threat Protection, c'est une application, voilà. Mais c'est pas de Norton, donc c'est un programme pour la protection de la machine locale contre les virus et les vulnérabilités qu'on peut le voir. Il y a le Adobe Photoshop, c'est un logiciel pour le traitement d'images, hein. Mais là, on peut, par exemple, j'ai pas de Adobe sur ma machine, voilà. J'ai le PDF Acrobat, mais il y a ce qu'on appelle voilà, ici, vous voyez, j'ai ouvert l'environnement, juste, je reviens sur le 365. Vous voyez, j'ai l'accès au Word, j'ai l'accès à Excel, j'ai l'accès à PowerPoint, à Outlook, à OneDrive, à Teams, à OneNote. Et bien sûr, hein, il y a d'autres applications qu'on peut l'avoir suite à notre licence Office 365 et qu'on peut le consommer facilement sur nos machines actuelles. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a le Adobe, je pense, il y a le Adobe Express. Par exemple, c'est l'équivalent de ça. Donc, Adobe Express. Et là, il te donne, je pense, il te donne une période gratuite ou un pack gratuit qu'on peut l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce Adobe-là? Je peux faire le traitement d'image. Je peux, par exemple, créer des images, créer des banners, créer des logos, créer des motifs bien déterminés pour les entreprises. Donc, je peux créer beaucoup d'images, des photos, etc., qui sont avec une bonne qualité, je peux le imprimer facilement sans aucun souci, hein. Donc, voilà, exemple ici. Donc, j'ai des logos, des bibliothèques. Mais voilà, il y a quelque chose gratuit, mais là, vous voyez ici, c'est payant. Donc, il te donne des motifs qu'on doit les choisir, donc des motifs payants qu'on doit le payer quelque part. Voilà. Voilà, donc on continue sur les logiciels déjà existants. Voilà, donc on a vu le Word, les antivirus, le Photoshop, il y a d'autres, hein. Il y a les fichiers pour les zip. Donc ici, on utilise souvent ces fichiers-là pour zipper, c'est collecter ou regrouper un ensemble de fichiers. Et suite ce regroupement-là, je crée un fichier ou un dossier zippé, c'est-à-dire je gagne toujours dans l'espace. Il y a aussi des logiciels de domaine public comme Linux et autres. Mais il y a aussi les logiciels de type commercial. Donc, un logiciel de commercial, c'est un logiciel qui est développé par une équipe ou des équipes informatiques. Il est vendu, bien sûr, au but, il y a le but lucratif. Donc, il va être vendu avec des licences mono-utilisateurs ou même multi-utilisateurs, hein. Donc, c'est en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont consommer ce service-là. Donc, il y a certains logiciels qui sont disponibles en version démo, comme j'ai dit, OSC. Il y a le shareware qu'on peut les utiliser aussi comme le Spotlight programme. Bon, ce sont des petits programmes ou solutions informatiques, bien sûr, qu'on peut l'utiliser comme étant un antivirus ou autre. Et bien sûr, là, je peux le télécharger facilement. Voilà, le bouton. Il y a aussi des programmes ou des logiciels qui sont gratuits, comme vous voyez, mais ce sont des applications gratuites, mais il faut faire attention toujours, hein. Il y a le volet sécurité sur les programmes informatiques ou les programmes qui sont gratuits parce que peut-être un programme malveillant. Donc, la source de sauvegarde de ce fichier ou programme, c'est une source non fiable. Et donc là, il faut faire attention toujours sur tout le côté
utiliser l'utilité de l'utilisation de ce type de logiciel qui est gratuit. Donc, il y aura aussi des logiciels du domaine public qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur ici et qui appartient à la communauté, par exemple, open source, mais toujours l'open source, actuellement, il y a toujours les moyens pour développer devant ce open source-là, mais actuellement, malgré qu'il est open source, il y a l'aspect commercial quelque part, hein. Donc, les entreprises qui consomment l'open source, ils vont appliquer, lui, des abonnements pour le support technique. Par exemple, si je prends l'exemple de Red Hat, il te dit, voilà, notre système, il est gratuit, mais il faut payer quelque part le support technique du support. Voilà, si vous avez des problèmes pour le troubleshooting et autres, ils peuvent vous utiliser. Voilà. Donc, maintenant, je passe à la partie logiciel de bureau, ce qu'on appelle desktop et logiciel de mobile. Donc, ça dépend parce que généralement, comme on a déjà vu l'autre fois, il y a des systèmes d'exploitation pour les desktops ou les machines fixes, que ce soit PC portable ou autre. Et on a des applications ou des OS pour les appareils mobiles. Et donc, un autre type de système d'exploitation. C'est, par exemple, je cite, si je prends par exemple une machine Windows 10, vous voyez, c'est une machine physique, vous voyez, dans laquelle je vais installer le Windows 10, qui est le système de Microsoft pour le système d'exploitation Microsoft. Mais là, si j'ai un smartphone, par exemple, de type Android ou autre, donc peut-être il faut avoir ce qu'on appelle, euh, euh, il faut avoir une application en Android bien déterminée qu'on doit le consommer ou l'installer sur nos machines. Voilà. Donc, c'est très important de différencier entre les différents types de logiciels desktop ou logiciels de bureau et les logiciels qu'on utilise sur les smartphones. On appelle ça les applications et même le source de téléchargement, c'est pas la même, hein. Donc ici, on définit par exemple pour le Google Play, c'est une boutique en ligne Google Play gérée par exemple par la société Google. Il y a le Apple Store géré par la société Apple. Et donc dans laquelle je vais trouver la liste des applications compatibles. Voilà, donc nous avons parlé ici de la différence entre les différents types de logiciels mobiles et, comment dirais-je, les logiciels du bureau. Certaines applications mobiles sont conçues peut-être compatibles, bien sûr, avec les logiciels de bureau. Donc voilà l'installation du logiciel ou la différence entre le logiciel installé et le logiciel sur le cloud. Voilà. Donc le logiciel installé, c'est-à-dire que je dois je dois télécharger, vous voyez. Donc, il y a le principe de téléchargement. Donc, il y aura dans un store bien déterminé, un coin bien déterminé sur Internet. Vous devez télécharger le logiciel de ce coin-là. Donc, voilà, par exemple, ce type-là, et qui est emballé, etc., par l'acheteur. On doit le télécharger. Bien sûr, on peut payer. Il y a de l'argent ici, il y a une somme d'argent. Et on doit l'installer sur la machine locale. Une fois installé, je peux consommer. Bien sûr, je peux consommer le service fourni par le fournisseur ou de ce logiciel. Il y a aussi les différents types qu'on sur le cloud. Donc ici sur le cloud, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un logiciel qui est déjà installé, par exemple application de base de données web, une application SaaS pour les affaires, une application de productivité. Et l'exemple le plus reconnu, comme j'ai dit, il y a l'exemple de Microsoft 365 qu'on utilise souvent, hein. Donc, c'est un exemple sur le cloud, c'est-à-dire je vais consommer le Teams, le Word, les différents services comme vous voyez ici
Donc là, vous avez le plateforme Office, c'est une plateforme qui, bien sûr, qui existe sur le cloud. Par exemple, j'ouvre ici un document Word. Voilà, un nouveau document Word. Je peux utiliser le Excel. J'ouvre une feuille Excel. Je peux utiliser le PowerPoint. Je peux utiliser le Outlook. Je peux utiliser la OneDrive. Je peux utiliser le Teams. Tous ces services-là, vous voyez, c'est sur le cloud. Ça diffère, bien sûr, ici par les applications on-premise, hein. Par exemple, si je suis on-premise, juste pour donner la différence entre les deux, par exemple, je suis dans ce dossier-là, et donc je peux créer un fichier sur la machine locale, donc un fichier Word. Donc, voilà le Word, fichier numéro un. Voilà, c'est le Word et c'est de la même façon. Voilà, c'est un autre Word. Mais celui-ci, comme vous voyez, il existe sur OneDrive, c'est-à-dire sauvegardé sur le cloud. L'autre, il est sauvegardé où? Il est sauvegardé sur la machine locale, hein. Vous voyez ici, il est sauvegardé. Si je fais enregistrer sous, voilà, il me dit, voilà, dans le C2 point, dans le D2 point, c'est-à-dire c'est la machine physique. Et c'est ça la différence. Mais là, le Word sur la machine locale, on doit l'installer. C'est-à-dire, je dois le télécharger, ce Word-là. C'est le Word, voilà, c'est une application. Donc, cette application-là, je dois le télécharger à partir de Microsoft. Toujours lors du téléchargement, j'ai dit qu'il faut faire attention bien sûr, au coin de téléchargement parce que c'est très important. Dans certains cas, lorsqu'on va faire le téléchargement, peut-être le coin n'est pas convenable ou n'est pas fiable. Et donc, on va galérer suite à à un téléchargement qui ne convient pas. Et donc là, la recommandation, c'est quoi? C'est d'aller toujours sur la source des données, donc d'aller sur, par exemple, le site web officiel de Microsoft ou autre, bien sûr, hein. Donc, on peut avoir d'autres sites web. Je télécharge le logiciel parce que sur Microsoft, voilà, c'est à peu près, je dis pas 100%, mais il y a un bon taux, c'est que ce logiciel, il est fiable, il est bien sécurisé, voilà, il est scanné contre les vulnérabilités, etc. Et donc là, c'est très important de télécharger toujours le logiciel d'un coin sur Internet. Si je reviens, voilà, sur le Word, j'ai le Teams aussi, ici le pack, on a déjà parlé. Il y a aussi, voilà, le OneDrive. Voilà, je sauvegarde, par exemple, ici, je sauvegarde mes données sur le OneDrive. Je peux créer, vous voyez, je peux faire une démonstration, par exemple, typer Midocean. Voilà. Et sur ce fichier-là, c'est un dossier. Ah, donc, c'est comme étant en local, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai un dossier. Je peux créer ce dossier-là. Dans ce dossier, je peux télécharger ou faire le upload des fichiers, créer d'autres dossiers. C'est à vous, hein. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Donc ici, le mid-ocean, il est créé là, c'est vide, hein. Et donc, je peux faire des uploads, voilà, upload de folder ou de fichiers. Par exemple, ici, je fais un upload d'un fichier, je peux le partager. Vous voyez, il y a plein de services et de fonctionnalités au niveau de votre OneDrive. Et bien sûr, là, je peux le télécharger et je peux le transférer avec, par exemple, mes étudiants dans une université bien déterminée. Voilà, donc on a vu tout ça. Mais l'autre avantage des logiciels sur le cloud, qu'on n'a pas d'installation, c'est-à-dire on a un simple abonnement. Avec cet abonnement-là, j'achète le service et là, j'ai pas un logiciel à installer si je commence à travailler. Donc, si je compare les deux, c'est que au niveau installation sur le cloud, c'est plus rapide. Donc, parce que j'aurai l'accès facilement au serveur.
C'est plus rapide. Côté fiabilité, ça dépend parce que même sur l'on-prem, il est fiable puisque c'est en privé. Les données sur le cloud peut être non sécurisées, donc on doit mettre en place des solutions pour le renforcement de la sécurité de notre environnement on-premise sur le cloud et même sur le on-premise, on doit faire des installations. Donc ici, j'ai quelques d'autres exemples pour les applications web, etc. Dans certains cas, on parle de la suite des logiciels, c'est-à-dire qu'on va vendre le logiciel sous forme groupée, toute une suite. Par exemple, j'achète le pack Office. C'est comme notre cas. Donc, notre cas, c'est le pack Office 365. Dans ce pack-là, qu'est-ce qu'on trouve? On en trouve le Word, le Excel, le Teams, le Exchange Online pour la messagerie, etc. Donc, c'est une licence. Donc, j'achète au début une licence et à travers cette licence, je peux bien sûr se bénéficier de plusieurs services, hein. Donc, comme j'ai dit, on a plein de services à consommer au niveau, par exemple, le Microsoft 365 est une plateforme de collaboration en ligne qu'on utilise souvent dans les entreprises. Et bien sûr, je recommande à toutes les personnes bien sûr, de maîtriser cette plateforme en cas de besoin, parce qu'il est trop demandé côté administrateur, surtout si vous voulez devenir des administrateurs 365, c'est un, bien sûr, c'est un atout, ça sera un atout pour vous, sur la partie maîtrise. Donc, toujours, comme j'ai dit, il faut avoir un abonnement Microsoft 365 pour commencer de profiter de ce service-là. Donc, il va vous aider à, bien sûr, de travailler dans un milieu personnel ou professionnel, d'améliorer la productivité au niveau de l'entreprise. Et il est bien recommandé par toutes les entreprises à travers le monde, peu importe la taille de cette entreprise. Donc, comme vous voyez, il te dit, voilà, il contient des logiciels de traitement de texte, des logiciels de traitement de calcul, c'est le Excel, il y a la présentation graphique, par exemple, le PowerPoint, et il y a d'autres suites comme Microsoft, des suites. C'est un exemple ici de Microsoft 365. Donc, je passe maintenant aux commandes logicielles courantes. Donc, si vous avez un logiciel et vous avez ces commandes-là, donc la première commande, c'est ouvrir. Voilà, donc je vais ouvrir un dossier. La deuxième commande, c'est une disquette, c'est-à-dire comment dire, je vais sauvegarder les informations, c'est-à-dire lorsque je vais faire une modification quelque dans un fichier sur votre organisation, je dois bien sûr ici l'exploiter convenablement. Donc, je peux imprimer avec ce bouton-là. Je peux couper, c'est-à-dire je vais déplacer les informations d'un emplacement à un autre. Donc, je peux utiliser le cycle couper. Je peux faire copier, c'est copier des fichiers d'un dossier à un autre. Je peux faire annuler. Annuler, c'est-à-dire j'ai fait un task bien déterminé et j'ai dit, voilà, j'ai commis une erreur, donc je vais revenir en arrière pour un task un peu, c'est-à-dire euh, dans le temps. Donc, je dois revenir un peu dans le temps. Donc, il y a le courroie, c'est pour revenir au fermé. Donc, si j'utilise, par exemple, le système Word, le Office, c'est-à-dire le Word. Donc là, j'ai des guichets ou des boutons pour, par exemple, des onglets, pour des groupes, pour les galeries, pour s'identifier, faire du sign-in, etc.
Et c'est très important de maîtriser ces outils-là. Juste, je peux ouvrir facilement un document. Donc là, vous, qu'est-ce qu'on a sur ce fichier? Donc, on a la partie login, comme vous voyez ici, login. J'ai déjà fait le login avec pas mal d'emails d'université à d'autres universités. Je peux faire ouvrir un autre fichier ou d'un emplacement bien déterminé, un emplacement sur la machine, peut-être un emplacement sur le SharePoint ici, ou un emplacement sur OneDrive ou autre emplacement. Je peux avoir des informations bien déterminées, je peux enregistrer le travail, je peux faire enregistrer le source, c'est-à-dire si je fais la différence entre les deux, enregistrer et enregistrer sous, c'est-à-dire que sur enregistrer, je vais sauvegarder dans l'emplacement du répertoire courant du fichier. Enregistrer sous, c'est comme étant soit j'enregistre le travail sur le répertoire courant, soit qu'est-ce que je dois faire? Soit je vais faire ce qu'on appelle, je changer l'emplacement de notre fichier et bien sûr je peux imprimer ici. Donc je peux imprimer par exemple le fichier sur une imprimante bien déterminée que je vais le choisir. Je peux le partager. Voilà, je peux partager le fichier ou par email ou par OneDrive. Je peux, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux transformer, fermer. Voilà, il y a des options. Il y a des accueils où je peux changer le style de texte, insérer, par exemple, je peux insérer des photos, etc., des commentaires, par exemple, dessin, je vais dessiner quelque chose, conception, c'est-à-dire la template que je vais choisir pour mon fichier. Il y a la mise en page, donc généralement j'utilise souvent ce type de mise en page, c'est pour faire des sauts de ligne et pour bien sûr numéroter les lignes, etc., les différences, les affichages, pour zoomer, dézoomer, etc. Donc il y a plein de fonctionnalités qu'on peut le faire avec cette application Office, que ce soit pour le Word, que ce soit pour le Microsoft ou PowerPoint ou autre environnement qu'on peut les utiliser dans notre environnement de travail. Donc, je peux modifier un document, je peux obtenir de l'aide. Obtenir de l'aide, c'est-à-dire si j'ai quelques problèmes, je peux aller pour voir de l'aide quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un traitement de texte? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va traiter les textes. Donc, les textes, c'est quoi? Donc, vous avez une référence d'utilisation d'un ordinateur. Vous avez besoin d'un logiciel de traitement de texte. Notre logiciel ici, il s'appelle Office Word. On l'utilise pour faire ce qui se faisait sur une machine à écrire. Les documents de traitement de texte peuvent être récupérés, modifiés, imprimés. On a déjà vu ça. Les programmes de traitement de texte incluent des outils améliorés de collaboration, de sécurité. On peut ajouter de la signature numérique, le cryptage des données, par exemple. Euh, c'est de la sécurité de document, c'est-à-dire que le document, il est interdit, c'est-à-dire si je partage le document quelque part avec d'autres, donc je dis, voilà, ce fichier, on ne peut pas modifier, c'est-à-dire il est en lecture seule, je peux donner des permissions aux utilisateurs qui vont consommer ce service. Donc, l'écriture formelle est effectuée à l'aide d'un programme de texte informatique. Juste ici, ce qu'on a déjà vu, on a le mode, on va entrer, on a développement, il y a le bas de page, le tableur, il y a le nom du fichier, la taille, la police, la face police, le ruban, etc. Donc, il y a aussi les tableurs graphiques et les modèles sur le Word. Donc, ici, vous avez onglet pour insérer. Donc, je peux insérer des images, je peux insérer des formes, des liens Internet. Je peux faire des tables, tools, c'est-à-dire je peux insérer un tableau ou une table avec un tel nombre de lignes, tel nombre de colonnes, etc.
ou des formes bien déterminées. Donc, je peux utiliser des outils d'image spécifiques. Donc, les traitements des textes web, c'est la plupart dans la plupart des programmes de traitement de texte inclut aujourd'hui des fonctionnalités liées au web, telles que la possibilité d'envoyer un document sous forme de messagerie électronique. Donc, c'est très important d'utiliser la messagerie électronique. Je peux aussi, c'est-à-dire dans l'envoi. Donc, je peux publier le document sur un blog. Donc, je fais un upload sur un blog bien déterminé. Euh, Quoi d'autre? Je peux inclure des hyperliens, c'est des liens web vers des pages web ou des documents. Bien sûr, il y a créer ou modifier les pages web. Donc, les dernières versions Office incluent la possibilité de collaborer avec d'autres personnes. Je peux diffuser des applications Office, je peux sauvegarder des documents Office, bien sûr, dans le cloud. Donc, mais il y a d'autres logiciels qu'on peut les citer. Donc, il y a par exemple Dropbox, Paper, il y a le AbiWord, c'est-à-dire c'est un fichier ou c'est un logiciel qui a euh, des avantages clés dans l'export, l'import des documents dans une grande diversité de formats comme le LaTeX, le DocBook. euh, donc, ce type de logiciel, il est disponible seulement sur les machines Linux. Il est disponible aussi gratuitement. Il s'appelle AbiWord. Il y a aussi le Dropbox. Le Dropbox, c'est une fonctionnalité de gestion des tâches. C'est un travail collaboratif pour les tâches. Il y a le Google Docs, c'est pour le sauvegarde automatique quasi instantané. Bien sûr, des partages de documents. Il y a le LibreOffice aussi, on a déjà évoqué ça. C'est un dictionnaire d'autocorrection qui détecte bien sûr les fautes d'orthographe ou de frappe, ainsi que les erreurs grammaticales. C'est-à-dire, lorsque je vais faire, par exemple, une, euh, une correction où j'ai besoin d'une correction. Donc, je peux travailler soit par une correction offline ou une connexion en ligne. C'est-à-dire, il y a bien sûr des outils de connexion en ligne. Il y a le OpenOffice, il y a le Zoo, il y a plein de services qu'on peut les utiliser pour le traitement des textes. On passe maintenant à la partie calcul, hein. Donc, dans la partie calcul, donc j'ai une feuille de calcul. Donc, je peux générer une feuille de calcul. Et c'est un groupe de valeurs ou d'autres données organisées sous forme de lignes et des colonnes, similaire aux feuilles de calcul papier, mais cette fois, c'est automatique, c'est-à-dire je peux générer des statistiques bien déterminées pour l'utilisation par tes comptables. Je peux insérer des formules, je peux faire des sommations, des multiplications, des opérations standards, c'est-à-dire du traitement les traitements mathématiques. Le tableur aussi est le type de logiciel d'application utilisé pour bien sûr créer des feuilles de calcul informatisées qui contiennent bien sûr des chiffres, des calculs mathématiques et bien sûr il inclut une variété d'outils d'analyse de données ainsi que la probabilité de générer des graphiques. Donc, les tableurs les plus utilisés, comme on a déjà évoqué ça au début, hein, c'est le Microsoft Excel. Voilà, donc on peut balayer un peu le Excel ensemble. Voilà, le Excel. Voilà, c'est le Excel, comment ça? Est-ce que vous connaissez ça? C'est en ligne, c'est sur le cloud. Vous voyez, c'est sur le cloud. Voilà, bon, je peux faire des opérations, hein.
2, 3, c'est simple, la opération 4, 5, et voilà. Je peux, par exemple, ici, je peux faire la sommation. Je te donne la somme, c'est 14. Vous voyez? Et je peux insérer, bien sûr, des tables, des figures, des formats bien déterminés. Je peux schématiser quelque chose. Je peux insérer des formules. Vous voyez, par exemple, ici, je mets je mets ici, voilà, la somme. Donc, je vais calculer la somme de cette colonne. Voilà. Non, désolé. Donc, je vais. Voilà, c'est le 14. Donc, ici, vous voyez, la somme, c'est 14 déjà donné ici. Mais là, je vais faire. Et ben, bien sûr, je vais faire, par exemple, le total. Voilà, ah, le total. Vous voyez, très important. Donc, c'est un moyen pour faire le calcul, voilà. Donc, le calcul mathématique. Vous voyez, je peux voir les datas, les données. Je peux faire, il est très riche. Cet environnement Windows, ce qu'on appelle Microsoft, c'est le Excel, il est très riche, qu'on utilise souvent par les comptables, par les statisticiens, les gens qui font de la statistique. Aussi, il est très demandé sur le marché partout. Voilà. Donc, on bascule. Voilà. Donc, on revient un peu sur notre environnement. Voilà. Donc une feuille de calcul, comme j'ai dit, est un groupe de valeurs ou d'autres données organisées en ligne et en colonne, similaires aux feuilles de calcul en papier, lignées traditionnellement utilisées par les comptables. Euh, il inclut des formules qui sont utilisées pour effectuer, bien sûr, des calculs basés sur les données saisies, sur les faits de calcul. Voilà. Donc là, j'utilise toujours les tableurs pour créer des feuilles de calcul informatisées qui contiennent beaucoup de chiffres, bien sûr, et calculs mathématiques. Il permet nous d'analyser les données et la possibilité de générer des graphiques. C'est-à-dire, généralement, on utilise souvent c'est pour automatiser les tâches. Il va nous aider dans la partie calcul, comme j'ai dit, surtout les calculs générés, les graphes. Les graphes, c'est très important. C'est pour la visualisation dans certains cas, quand on parle de dashboarding ou créer des dashboards, bien sûr, bien déterminés. Donc, il y a le Excel, il y a d'autres App Number. L'extension par défaut des fichiers Excel, c'est XLX. XLX. Voilà, ce qu'on a déjà vu, qu'est-ce qu'il contient ce fichier-là. J'ai le nom de boîte, des colonnes. Bon, c'est un fichier avec des données, on a des lignes, il y a le formatage des cellules, il y a le graphique qu'on a généré, il y a le ruban, il y a le format du nombre, il y a les onglets de feuilles de travail, etc. C'est-à-dire ici, je peux faire créer plusieurs feuilles à la fois. Donc là, il y a des opérations qu'on accepte sur les feuilles de calcul. Il y a le plus ou moins, l'étoile, la soustraction, division et l'exponentielle. Il y a des fonctions qui sont pré-programmées. Donc, on a la somme, le max, le min, c'est-à-dire si je vais calculer, trouver la valeur la plus élevée dans une plage, si j'ai besoin de trouver la valeur la plus basse dans une plage, si j'ai besoin de la moyenne
des valeurs d'une plage, etc. Donc, si je peux faire des conditions bien déterminées, je peux l'appliquer facilement sur le Excel sans aucun souci. Voilà. Donc, comment on peut créer des feuilles de calcul? Il y a une table simple. Donc, ici, j'ai une colonne pour les mois, avril, mai, juin. Le total, j'ai des statistiques et je peux faire de la somme de celui-là. C'est une sommation très simple qu'on peut l'utiliser, et bien sûr, pour calculer, par exemple, euh, pour calculer, par exemple, la somme, comme j'ai dit, des fichiers ou des colonnes ou des lignes, je fais des soustractions. Tout ça, il va nous aider dans les opérations euh, mathématiques qu'on utilise souvent. Peu n'importe l'application, c'est pas que les comptables qui utilisent ça, il y a les statisticiens, la gestion des magasins. Il y a plein de personnes qui utilisent. Même nous, hein, on peut gérer nos dépenses, par exemple, à travers une application, une simple application d'une feuille de calcul qu'on peut le développer par nous-mêmes sur le Excel. Voilà. Donc, j'applique toujours une formule. J'applique toujours une formule mathématique pour l'appliquer sur notre environnement du travail. Quoi d'autre? Il y a aussi des outils pour la graphique et l'analyse de simulation. Donc, la plupart des programmes de fait de calcul, comme j'ai dit, on trouve dans lesquels imbriquer c'est des capacités de création de vrais graphiques. J'ai dit de ce qu'on appelle le dashboarding, c'est très important dans notre environnement de travail pour la visualisation. Voilà, donc les graphiques peuvent être déplacés comme d'autres objets graphiques vers l'emplacement souhaité. La sélection, elle est très simple. Il y a à travers Chartreuse ou ruban. On peut modifier la conception, on peut faire de mise en page, on peut analyser la sensibilité, faire une analyse de sensibilité qui est un outil pour prendre les décisions. C'est-à-dire, suite à la visualisation de données, si j'ai besoin de décider, par exemple, sur telle chose, c'est très important. Je peux le décider facilement avec ces outils-là. Et bien sûr, je peux chercher des objectifs avec Microsoft Excel, avec cet outil d'analyse de sensibilité qui implique la fait de calcul, le calcul dans la feuille et le montant de la valeur constante qui devrait être le résultat d'une formule particulière et pour un montant spécifique. Donc, la plupart des tableurs ont des fonctionnalités web intégrées. Donc, de nombreux tableurs, voilà, ont l'option d'enregistrer la feuille de calcul en cours en tant que page web ou lien d'hypertexte. Donc, Microsoft Excel inclut la possibilité d'envoyer le classeur sous forme de messagerie électronique. C'est-à-dire, on a déjà dit partager. Voilà, c'est partager. Voilà. Quoi d'autre? Je continue. Après, on va basculer vers un autre concept qui sont les bases de données. Donc là, les bases de données, c'est quoi? C'est un entrepôt de données dans lequel je vais sauvegarder ces commettants.
des étagères comme ça, des fichiers avec des adresses bien déterminées, donc base de données étudiants. Donc, on a des fichiers pour les adresses, des fichiers de notes, des fichiers horaires, et tout ça, on l'appelle base de données papier. Vous voyez, c'est base de données papier. Tout ça, on peut le rassembler quelque part sous forme des tableaux, des champs, des colonnes, donc qu'on peut le exploiter facilement sur notre environnement de travail avec des bases de données spécifiques. Et bien sûr, là, je peux définir, hein, donc avec des ID bien déterminés, le nom, par exemple, pour les utilisateurs, les noms, l'adresse, l'emplacement géographique, voilà. Et donc là, je définis, il y a un autre type, c'est pas du Excel, c'est pas, je vais définir ce qu'on appelle des fichiers de base de données dans lesquels je peux créer des tables pour différentes informations qu'on peut les exploiter facilement sur notre environnement. Par exemple, ici, là, on utilise le Access pour la gestion d'une base de données, euh, d'une base de données. Donc, et ici, il y a des boutons pour créer le mode, pour créer les champs, hein, pour modifier. Il y en a plein de possibilités à faire. Donc, voilà la conception des tableaux. En fin de compte, ce sont des tableaux créés. Il y a des formulaires, voilà. Il y a des fiches techniques. Voilà. Donc ici, je peux après, une fois j'ai créé les règles, les tables, etc., remplir les informations convenables. Donc je peux, comment dirais-je, je peux faire des requêtes, c'est-à-dire des filtrages des données sur notre environnement de travail ou sur notre base de données sans aucun souci. Voilà. Je fais une requête et j'ai le résultat suivant. Donc, les bases de données sont souvent utilisées sur le web. De nombreux sites web utilisent une ou plusieurs bases de données pour le suivi des inventaires, pour permettre les recherches de données, passer des commandes en temps réel et ainsi de suite. Donc, je passe maintenant à la partie conception graphique. Voilà, donc je peux faire de la conception graphique, des courbes, des graphiques à colonnes, des graphiques comme étant circulaires, des organigrammes. Je peux définir des organigrammes sans aucun souci sur mon environnement de travail. Il y a d'autres hein, objets dessinés. Voilà, donc je peux utiliser la création aussi des présentations et dans ce cas, j'utilise le PowerPoint pour faire ce type de création. Donc c'est important d'utiliser le PowerPoint pour créer des slides, on appelle ça des présentations, par exemple. Comme je fais maintenant, donc je présente euh, des présentations pour vous. Et là, vous avez des textes, des diapositives, on appelle ça des extraits peut-être audio qu'on peut, euh, qu'on peut les utiliser facilement, des boutons de diaporama, c'est-à-dire en plein écran, on peut euh, utiliser le service du PowerPoint. Il y a Bardita aussi, je peux gérer aussi des clips vidéo, si vous voulez, ou des vidéos qu'on peut le lancer sur notre environnement de travail sans aucun problème. Voilà.
Je peux faire des présentations. Je peux présenter comme ça. C'est avec des data shows, vous voyez. Donc, on utilise souvent les data shows, comme vous voyez. Euh, je peux utiliser aussi, voilà, des graphiques pour la présentation sur le web. Donc, les programmes graphiques de présentation peuvent être utilisés pour générer des pages web ou contenu web très important. Actuellement, le web, il est en plein extension. Il est très, trop demandé sur le marché d'emploi. Donc, je recommande ici de travailler sur le système ou les programmes informatiques pour le web parce qu'il est trop recommandé. Donc ici, il y a les diapositifs, ils contiennent des liens, des hyperliens. On a des diaporamas qui sont enregistrés sous forme d'une série de pages web et affichés à l'aide d'un navigateur. Donc ici, donc il y a des boutons de navigation vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, on peut aider l'utilisateur à contrôler la présentation euh, avec aucun souci. Donc là, je peux utiliser des logiciels graphiques. Bon, ici, c'est le Paint, si vous savez, ou si vous le connaissez, on a ça, le Paint. Voilà. Donc, je peux tracer des courbes, voilà, des serveurs, voilà. Hop. Donc, je peux l'utiliser ou l'exploiter facilement sur notre environnement de travail. Voilà, on peut programmer. C'est programme pour la peinture, programme ici pour le dessin. C'est plus professionnel que le Paint. Peut-être la qualité, c'est mieux. Euh, quoi d'autre? Donc, il y a des programmes pour des retouches sur les photos, c'est-à-dire si on a des soucis, donc des soucis sur ce qu'on appelle des images ou des photos qu'on le prend souvent. Donc ici, je peux bien sûr les exploiter avec des logiciels bien déterminés pour améliorer voilà, la qualité de ces images-là. Une fois améliorées, je peux bien sûr les exploiter avec une qualité plus importante que laquelle déjà utilisée. Donc, il y a ce qu'on appelle des logiciels de capture, donc la capture écran, si vous connaissez. Il y a pour Windows, il y a ici le snip tool qu'on utilise souvent. Voilà, hop. Donc, je fais une capture, voilà. Sinon, il y a sur la touche, vous voyez, sur la touche de votre clavier, il y a imprime écran. Donc, je l'utilise comme ça. Je fais, hop, vous voyez, donc j'ai fait une capture écran, ce texte. Je peux faire des logiciels pour l'édition audio. Voilà, si la qualité audio, ça va pas, donc je dois améliorer cette qualité-là. Donc, comment je peux l'améliorer? C'est à travers comme, comme j'ai dit, il y a des logiciels spécifiques. Il y a les logiciels aussi de montage vidéo et pour la création des DVD, c'est la montage vidéo, c'est-à-dire on l'utilise souvent pour les gens qui traitent les audios, les clips,
les cours en ligne, etc. Donc, on a souvent les musiciens, etc., les chanteurs, on utilise souvent ces logiciels de traitement d'audio ou les logiciels de traitement vidéo. C'est actuellement, il est très important dans notre environnement de travail. Et voilà, donc quelques exemples. Donc ici, je peux afficher la liste des fichiers multimédia stockés sur votre ordinateur, acheter plus de médias ou revoir vos achats, permet d'accéder au menu CD ou appareil portable et afficher, accéder à la liste de lecture. Donc aussi, on a le graphisme multimédia et web. Il y a des logiciels graphiques multimédia qu'on a déjà vu au début de la science, comme le Adobe. Il y a le Adobe sur le Adobe Photoshop, par exemple, sur on-premise ou Adobe Express en ligne sur le cloud. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer des logos, des bannières, des sites web, des jeux, des vidéos, des démonstrations, des contenus multimédia, voilà. Donc, on a plein de supports et de ressources multimédia qu'on peut les créer et les exploiter facilement sur notre environnement du travail ou logiciel de graphisme multimédia et web. Donc, il y a aussi les logiciels de publication, de bureau et personnel. Voilà quelques exemples. Il y a le logiciel éducatif, une grande variété pour les logiciels éducatifs et pour divertissement et entraînement sont disponibles. Donc, il y a des logiciels éducatifs qui sont conçus pour enseigner une ou plusieurs compétences. Il y a des logiciels de divertissement comme les jeux, des simulations ou des programmes de divertissement. Il y a aussi une hybride entre deux catégories et appelée ludo-éducatif. Voilà. Donc, utiliser les jeux, les logiciels, c'est pour monter, disons, en compétences des étudiants. Donc, il y a des logiciels de prise de notes, des carnets de web qu'on peut l'utiliser souvent dans notre environnement de travail. C'est très important. Voilà. Il y a les logiciels de conception, surtout la conception assistée par les ordinateurs. Donc, on peut concevoir des objets. Tout ça, il est valable surtout pour les gens qui font de la mécanique ou la conception des systèmes. Donc, c'est très important de travailler sur ces produits-là. Et bien sûr, on l'utilise souvent pour analyser les conceptions en fonction de la conformité de certains nombres de critères de conception, la publicité, l'architecture de production cinématographique ou autres programmes de CAO professionnels. Il existe également des programme de conception, bien sûr, destiné à la maison ou les petites entreprises. Il y a aussi des logiciels de comptabilité, c'est plus professionnel que les Excel qu'on a déjà vu. Hein. Donc, il y a là, c'est avec la version française qui s'appelle le Sage comptable ou Sage commercial qu'on utilise souvent pour faire des calculs, pour faire des factures, pour gérer les stocks des entreprises. Voilà. Il y a des logiciels pour le travail collaboratif ou accès à distance comme le Teams. Donc, ce qu'on utilise maintenant, le Zoom, le Google Meet, le Cisco WebEx. Il y a plein d'applications qu'on utilise souvent dans notre environnement de travail, que ce soit personnel ou professionnel. C'est très important, bien sûr, d'avoir les outils nécessaires pour, bien sûr, euh, nous aider au travail, bien sûr, collaboratif. Voilà, donc voilà cette partie. On vient de clôturer cette partie. Voilà. Voilà, donc dans cette partie, on va faire une partie ou un démo pratique. Comment on va, par exemple,
faire l'achat d'une licence Microsoft 365 parce que c'est très important. Donc voilà, donc au début, donc comment on va faire l'activation? Donc ici, donc je vais faire le Google, voilà. Donc je vais chercher donc, voilà sur le Office 365. Donc au début, c'est-à-dire comment on va activer ce office-là. Donc, j'ai dit que faut chercher quelque part les plans. Voilà. Donc, ça dépend du plan qu'on va l'activer. Donc, chacun pour soi. Donc, il peut faire des activations ou achat du plan qui lui correspond selon ses besoins, bien sûr. Donc ici, on a déjà vu dans la partie théorique que on peut faire l'acquisition d'un plan de votre choix. Il y a des plans home, des plans business. Ça dépend. Par exemple, si je fais l'achat, donc ici, peu importe, même dans le plan le home ou business, il y a des packs, hein. Vous voyez ici, par exemple, il y a différentes licences. 365 business basique. Voilà, c'est $6 le mois. Microsoft 365 business standard, 2,5 $ le mois. Et bien sûr, il y a le premium, $22, apps, 8,5. Par exemple, si je vais faire un achat, juste une démonstration, mais on ne va pas acheter parce que j'ai déjà la licence. Voilà. Donc, il va faire quelque part une connexion. Voilà. Donc, ici, il te donne un moyen pour l'achat. Donc, il te donne, donnez-moi un email. Je vais prendre cet email-là, par exemple, un Gmail. Voilà. Donc, il te dit, voilà votre pack. Il contient tel et tel. Là, il contient le Word, le Excel, le PowerPoint, le Outlook, le Teams, le OneDrive, le SharePoint, etc. C'est-à-dire ici, on va, c'est-à-dire ici, on va acheter une suite. Donc, donc, on va acheter une suite logicielle qui contient le Word, etc. Donc, voilà, donc je faire sa table de compte et après, il y a un formulaire à remplir. Par exemple, je vais faire comme ça. Donc, company size du pays, je peux par exemple mettre, puisque maintenant je suis en Tunis, donc je peux mettre Tunisie, je cherche le pays de mon choix. Voilà, ok. Donc, si tu veux des emails pour sur le marketing, etc., sinon tu fais next. Voilà. Après, il va faire une vérification de votre identité, soit par un texte, message SMS ou avec un appel téléphonique. Je vais utiliser ce compte SMS. Voilà. Donc là, il te demande de renvoyer le code. C'est juste une démonstration sur comment on peut l'activer. Donc ici, le code, c'est le suivant, c'est 489 64. Voilà. Il va faire la vérification. Bien sûr, ici, il te propose euh, donc ici, il te propose un domaine, hein. Donc je peux faire le Meet Ocean et je tape un login et mot de passe. Donc voilà, un login et mot de passe. Donc ici, c'est un email, c'est un domaine de test, c'est pas un domaine professionnel en fait. Donc je tape le mot de passe de nouveau. Voilà. Et là, je fais activer. Euh, voilà, il te dit, je peux, formation par exemple. Parce que le domaine ici n'est pas disponible. Voilà. Il va créer un compte. Donc, on attend la création. Mais finalement, il va te demander, voilà, d'acheter une quantité. Bon, si je suis un seul utilisateur, si par exemple vous êtes un utilisateur, je peux faire update.
La quantité achetée, ça sera 20 fois 6, c'est 60 $, 120 $. Et bien sûr, là, je dois ajouter un moyen de paiement. Il te demande une carte bancaire. Mais pas besoin, hein, parce que ici, j'ai tout, hein. Donc, c'est juste vous donner une étape de création des comptes ou, par exemple, comment activer la licence d'un logiciel sur le cloud, puisque c'est-à-dire, on a traité les logiciels de traitement de texte, les feuilles de calcul, le PowerPoint, etc. Donc, la suite qui vous convient, ça sera le Office 365. Donc, je reviens ici sur la Office, comme j'ai dit. Donc là, je suis sur Office 365. Voilà le service. Donc, pour accéder, il faut avoir ce site-là, office.com, avec un login et mot de passe. Et bien sûr, vous avez un ensemble d'applications qui sont à acheter à partir de cette licence. Donc, vous avez le Outlook, le Teams, le Word, le Excel, le PowerPoint. Voilà. Pour consommer, par exemple, je prends un email. Donc, par exemple, si je choisis le Outlook, voilà, ou le OneDrive. Le OneDrive ici, c'est pour le stockage. Donc, juste un moment, juste par exemple ici, le Teams. Vous connaissez le Teams, c'est pour le travail collaboratif, le Word aussi, le Excel, le PowerPoint. Donc, on continue sur les services. Voilà. Donc, ici, le Microsoft 365, nous avons le Outlook, le OneDrive, le Word, l'Excel, le PowerPoint, le OneNote. Le SharePoint, c'est aussi pour le sauvegarde et le partage de fichiers pour faire un travail collaboratif à l'intérieur de l'entreprise. Le Teams, bien sûr, on applique des règles d'accès. Le Teams, c'est ici pour les communications, les chats, etc. Il y a les forms. Il y a plein d'applications qu'on peut les utiliser. Donc, c'est juste ici, on va faire genre euh, d'exploration de ces services-là. Donc, voilà. Donc, puisque j'ai le OneDrive, donc le OneDrive, ça sert à partager des fichiers. Par exemple, je peux, par exemple, ici, on a chargé sur le test, je pense, on a chargé un fichier qui s'appelle, bon, peu n'importe, j'ai un fichier ici, pas mal de fichiers. Je peux, par exemple, partager avec vous le fichier qui s'appelle image au bureau, par exemple, le bureau. Et là, sur le bureau, j'ai pas mal d'autres fichiers. Et donc là, je peux, à travers je peux sélectionner le dossier en cours et voilà, je peux le partager. Je peux le partager avec qui? Avec des utilisateurs de mon tenant parce que c'est un tenant de l'entreprise, hein, ou un Gmail ou un Yahoo. Mais là, je dois choisir, par exemple, un utilisateur de mon entreprise. Voilà, l'entreprise. Donc, je peux choisir là l'utilisateur et je peux l'envoyer. Sinon, donc j'envoie directement le mail. Sinon, je fais une copie ici. C'est-à-dire, je copie le lien et je l'insère après dans Outlook. Donc, Outlook ici. Donc, je crée ce qu'on appelle un email. Voilà, et je mets voilà, le fichier. Ce fichier-là, il est déjà ouvert il est sauvegardé. En fait, il est sauvegardé quelque part ici sur le OneDrive. Je peux partager, je peux copier les liens, je peux même gérer les accès. Par exemple, ce lien-là doit être accédé par qui? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui ont des accès, c'est de la sécurité. C'est-à-dire, ce fichier, par exemple, je le partage avec un utilisateur et peut-être cet utilisateur, il va le partager avec d'autres personnes. Et donc là, je peux faire des restrictions que c'est seulement l'utilisateur cible qui a les permissions pour, bien sûr, avoir les fichiers sources. Vous voyez, donc ici, c'est très important. Je peux faire d'autres choses, hein. Je peux le télécharger, c'est-à-dire en local, je peux le supprimer, je peux le déplacer, je peux le copier, je peux le renommer. Voilà, c'est très simple. Les mêmes features ici sont là, donc on peut partager, copier. Je peux créer, par exemple, soit un dossier, mais je peux créer aussi ce qu'on a déjà vu, un document Word, un classeur Excel. Par exemple, ici, juste, je vais créer un dossier qu'on appelle Medotion class.
ou je le nomme directement classe. Et dans ce classe-là, on va faire de la démonstration sur cette partie. Voilà, donc voilà la classe créée. Dans cette classe-là, je vais ouvrir par exemple un fichier Word. Non, voilà, un fichier Word. Voilà, que je le nomme par exemple. Voilà, une démonstration. Tra- Voilà, je peux écrire ce que je veux, hein. Donc ici, je peux faire ici avec ce menu-là. Donc je peux le numéroter, je peux le mettre par exemple, faire l'alignement. Euh, je peux changer la police, donc je peux sélectionner le texte comme ça. Et là, je peux changer, par exemple, la police. Voilà. Je peux changer, voilà, donc Arial ou autre. C'est de votre choix. Je peux ajouter des commentaires. Donc, un nouveau commentaire. Si, par exemple, une personne va m'envoyer un document pour validation, je peux lui écrire, par exemple, ici, at, par exemple, cet utilisateur-là. Essayez de corriger cette partie. Et là, je peux assigner à Racine, je peux l'envoyer. Vous voyez, c'est une tâche. Et voilà, donc je peux annuler ce travail, bien sûr. Et là, je peux partager et envoyer à cet utilisateur-là une notification, mais pas besoin. Donc ici, je peux, par exemple, partager les fichiers quelque part, soit comme le OneDrive. Donc, je peux partager, copier le lien de ce Word-là, je peux gérer les accès qui ont le droit d'octroyer ces règles d'accès. Par exemple, ici, je suis le propriétaire, mais je peux ajouter des paramètres avancés, bien sûr, sur ce fichier. Voilà. Et quoi d'autre? Donc, je peux insérer, etc. Donc, je reviens toujours sur OneDrive. Donc, je peux synchroniser. C'est très important ici parce que c'est en local. On a des applications en local, c'est-à-dire que il y a des gens qui ne préfèrent pas de travailler en cloud. Donc, je vais te synchroniser le cloud par en local. En local, on a une application qui s'appelle aussi OneDrive. Vous voyez ici, OneDrive. Donc, je peux l'ouvrir. Et là, je trouve, c'est-à-dire que l'utilisateur, il peut travailler. En fait, ici, il y a un moyen de travail, c'est-à-dire que l'utilisateur a le droit de travailler, que ce soit en premise, c'est-à-dire sur la machine locale ou sur le cloud directement. Donc, c'est de votre choix. Donc, j'ouvre ici quelque part et je cherche. hum, voilà, je dois chercher OneDrive. Vous voyez ici OneDrive? C'est là, le OneDrive. Et là, je trouve les fichiers. Déjà, le fichier 5G, mais le fichier classe. Est-ce qu'on a le fichier classe? Vous voyez ici que le fichier classe n'est pas là, le dossier classe qu'on a créé. Dans certains cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une synchronisation. Donc, on va synchroniser qui est qui? Ce cloud-là avec le dossier local. Voilà. Il dit open. Donc, on va l'attendre, bien sûr, la synchronisation. Donc, je ferme ça. Je ferme ça. Donc ici, pas encore. Donc on attend. Donc, synchroniser. Always allow to open. OK. Hmm, OK. Je peux réfléchir, par exemple. Euh, pas encore. Pas encore. Voilà. Vous voyez ici, vous voyez votre dossier. Vous voyez votre dossier qui est synchronisé. Classe. Et dans classe, qu'est-ce qu'on a? On a le document qu'on a déjà créé. Voilà.
Mais le fichier peut-être n'est pas enregistré parce que peut-être ici, on n'a pas, vous voyez ici, nous n'avons pas enregistré le travail. Ok, il faut enregistrer quand même. Voilà. Voilà. Vous voyez le fichier en local. Voilà une démonstration. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a fait? On a créé sur le OneDrive un fichier quelque part sur le OneDrive, sur le cloud. Et on n'a pas téléchargé ce fichier, mais on a un dossier. C'est une application en local. C'est un logiciel. Là, le OneDrive, c'est un logiciel en local. Mais on a fait de la synchronisation, c'est-à-dire synchroniser la partie, ce qu'on appelle on-premise avec la partie cloud. Et comme ça, je crée un fichier sur le cloud, je l'obtiens on-premise et vice-versa. C'est-à-dire, si je crée un fichier en local ou un dossier ou autre, je peux le synchroniser facilement et je peux le trouver sur le cloud. À quoi sert ça? C'est de la protection de données, c'est-à-dire si nous sommes, en supposant que nous sommes dans une entreprise et les employeurs de cette entreprise, ils travaillent beaucoup avec ce qu'on a déjà vu, c'est les documents, les Word, les Excel, etc. Et donc, la recommandation, c'est de faire, supposons qu'une machine physique tombe en panne, donc comment on va procéder? Donc, peut-être les données vont être tous disparues. Et donc, comme solution à ce problème-là, pour se remédier, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, ici, on fait cette solution-là. Donc, cette solution ou ce logiciel-là, il va nous aider à protéger les données. Si même la machine physique elle est affectée par un virus ou il y a un problème hardware ou peu importe la raison. Donc, je trouve mes données sont tous déjà synchronisées dans le temps et je peux le trouver facilement sur le cloud et comme ça, je peux récupérer les données en premise. Comme ça, c'est juste une petite démonstration pour vous mettre dans le bain, pour vous expliquer l'utilité de ces logiciels-là. C'est pas seulement de faire des simples manipulations, mais voilà, c'est un cas concret qui va nous aider dans notre vie quotidienne. Même vous, si vous avez ces licences officielles de 365, vous pouvez bénéficier de ces services-là, c'est-à-dire pour des cours, pour des travaux pratiques, pour un porte des images, des photos personnelles, etc. Et donc, Microsoft, il va vous donner un terabit de données. Donc, vous pouvez sauvegarder 1000 gigas. Donc, un tera, c'est 1000 gigas de données sur le cloud sans aucun souci. Voilà. Voilà. Je peux faire aussi automatiser. Je peux trier par nom, par date de modification, par ordre croissant, par ordre décroissant. Je peux créer des fichiers, on a déjà vu ça. Ici, c'est le OneDrive. Euh, Excel, vous connaissez l'Excel, on a déjà vu. Voilà, classeur vide. Euh, Comment faire peut-être? C'est des simples manipulations. Voilà, par exemple, je prépare une colonne. Voilà, étudiant, par exemple, et note. Juste un simple. Donc, je dis, par exemple, euh, user 1, utilisateur ou étudiant 1. Voilà, étudiant. Ou je peux le nommer, hein, Sofiane, par exemple, Ahmad, etc. Et je donne, par exemple, des notes ici, par exemple, 15, 15, par exemple. Juste quelque chose d'estimatif, c'est-à-dire, et là, je peux mettre ça en gras, ah, dire remplacer, mais j'ai pas besoin de... Hop, et voilà. Je peux créer ici, je peux afficher, par exemple, des données. Je peux insérer, par exemple, des tableaux, je peux dessiner, je peux faire des mises en page. Voilà, ici, c'est la première feuille, par exemple, je le nomme étudiant, liste, par exemple, étudiant, note, ou note, par exemple.
Je peux ajouter une autre feuille. Voilà, ça changer une autre feuille qui s'appelle, par exemple, liste étudiant. Voilà. Et là, je peux, par exemple, changer le nom à liste. Vous voyez? Et comme ça, vous avez toute une liste des étudiants qui vont être créés. Bien sûr, ici, juste un simple niveau. Hein. On ne va pas créer toute une liste de 20 personnes ou plus. C'est juste une démonstration, une simple démonstration pour vous aider à, bien sûr, à comprendre le besoin. Je peux faire des vérifications, par exemple, d'orthographe, des vérifications de grammaire, d'orthographe, etc. sur le texte automatique. Tout ça, c'est automatique. Voilà. Je peux faire aussi du Teams. Voilà les Teams, si vous connaissez. Donc, les Teams, voilà. Donc, par exemple, ici, pour moi, je gère plusieurs équipes. Vous voyez? Donc, par exemple, je gère des classes comme des deux réunions. J'ai une réunion, une, deux, d'autres classes sur la virtualisation et d'autres classes. Par exemple, ici, je vais créer en classe. Voilà, je peux vous donner comment on peut utiliser cet outil collaboratif. J'ai une classe, la classe, peu n'importe, basique. Hein. Donc, je le nomme euh, MD. J'ai une classe virtuelle MD101 au mois d'avril de 2023. Par exemple, avec Access IT. Voilà, je peux vous donner des descriptions ici. Il n'y a pas besoin. Donc, j'ai créé l'équipe. Donc, ici, je peux inviter des utilisateurs, mais je peux l'ignorer. Voilà. Comme ça, j'ai créé un canal. Ce canal-là, il va nous aider à planifier des réunions, à inviter des collègues ou des étudiants pour un meeting bien déterminé. Et donc là, soit je démarre une réunion instantanée, mais j'ai pas besoin d'une réunion, je peux planifier. Vous voyez? C'est-à-dire, je vais planifier une réunion dans le futur. Donc voilà, je dis, c'est une formation MD101. Liste des utilisateurs, je peux le définir après. Je pense, par exemple, je vais le faire au mois d'avril entre le 24 et le 20, entre le 17 et le 21. Par exemple, le 17, voilà, le 17. Donc, je cherche ici, voilà, 17 et 17 jusqu'à 21, 5 jours, toute la journée. Vous voyez, c'est quand 5 jours. Et là, je peux, vous voyez ici, c'est bon. Donc, je peux inviter, je peux utiliser un assistant de planification, mais pas besoin. Donc, ici, de cet assistant là. Donc, il va vous aider à ajouter les participants dont la présence est obligatoire ou les utilisateurs facultatifs. Je peux mettre virtuel. euh, Ou je peux mettre, par exemple, euh, je cherche. Voilà, donc je vais utiliser des positions géographiques, mais pas besoin, hein, c'est pas trop nécessaire. Donc, exigence d'inscription, toutes les personnes de votre invité, euh, tout le monde, par exemple. Euh, voilà, demander une réponse, autoriser le transfert. Voilà, c'est juste des détails qu'on peut l'ajouter. Est-ce que l'événement, ça sera répétitif ou non? Donc, ne se répète pas, juste, voilà, et je planifie. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé un événement comme étant pour la période d'avril dans un canal que je vais créer, que je viens de créer, qui s'appelle MD101. Et ce canal-là, au mois d'avril, je vais faire des réunions chaque jour avec des candidats, voilà, pour assister à des cours, voilà. Voilà, donc ici, c'est la planification. Et comme ça, je trouve, voilà, le lien Teams, etc. Et je peux, vous voyez ici, ce lien Teams. Donc, c'est moi l'organisateur, voilà. Et je peux ajouter, par exemple, un utilisateur
Et ici, hein, donc un utilisateur de mon choix pour cette réunion. Sinon, je peux copier, voilà, copier le lien de la réunion. Je peux fermer ici et voilà, c'est bon. Pour le 17 avril, et je peux par exemple ici, si je pars un peu sur le Word pour savoir utiliser ces logiciels qui sont importants dans notre vie quotidienne ou professionnelle. Voilà, donc ici, j'ai mon utilisateur, c'est du 17 au 21 avril. Voilà, et je vais envoyer cette réunion. Voilà, vous voyez la réunion à ce monsieur-là. Donc, ici, c'est monsieur-là. Donc, ici, voilà. Un exemple. Voilà. Lien de la formation MD101. Euh, c'est juste là. Je peux, voilà. Je peux dire, voilà, bonjour. L'utilisateur en cours, 6 juin. Euh, le lien, le lien de la formation MD101. Et voilà. Et donc, ici, comme vous voyez, euh, on a tout, hein. Donc, j'ai envoyé un email qui est un peu professionnel pour cet utilisateur-là. Et voilà, je peux mettre, bien sûr, c'est un email pour travail, pour le travail, je peux mettre cordialement. euh, Ça vient. Voilà. Et voilà, je peux envoyer l'email. Donc ici, is not recognized. Il y a un problème dans la boîte à lettres. Voilà. Et voilà, je peux l'envoyer. Hop, c'est bon, c'est envoyé. Vous voyez? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé une réunion dans Teams et voilà. Donc juste, je vais faire une démonstration. C'est un peu comment on peut exploiter ces logiciels-là dans notre vie quotidienne parce que c'est très important d'utiliser ces logiciels collaboratifs dans notre environnement de travail, que ce soit académique ou par exemple particulier ou un environnement professionnel. Voilà. Donc on peut créer des réunions, on peut utiliser ces logiciels en toute sécurité, on peut inviter des utilisateurs, je peux créer des événements. Voilà. C'est très important. Et c'est tout, hein. Donc ici, l'idée, c'est de comprendre comment ça se passe, les choses au niveau utilisation de ces logiciels. Donc, le but ici, c'est d'avoir, c'est pas une formation approfondie. Comme vous voyez, je ne vais pas faire des cours approfondis parce que ça besoin beaucoup de temps, mais c'est juste, l'idée ici, c'est de vous donner une idée globale sur l'utilité de ces logiciels, ces applications, va l'installer, comment on va comment on peut avoir ces logiciels from scratch. J'ai fait la démonstration, bien sûr, à partir d'un abonnement, comment on peut acheter l'abonnement, comment je peux exploiter le Word, le Excel, le PowerPoint, voilà, l'email, le Teams, etc. Et voilà. Donc, j'espère que cette séance a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et à la prochaine. Bye bye.